un équipement énergétique, option marine marchande, et titulaire d'un master recherche en développement durable. Et auparavant, j'ai piloté un certain nombre de projets au niveau de la région ouest africaine. Et aujourd'hui, j'ai en charge toute la politique continentale de l'énergie et de l'infrastructure, y compris le secteur de l'aviation civile. Merci beaucoup, cher Monsieur Noël Ngala. Donc, vous êtes le directeur des opérations commerciales d'ASKY. Vous êtes détenteur d'un master en sciences politiques et un autre diplôme de sciences juridiques. Vous êtes aussi détenteur d'un MBA. Vous êtes en ce moment donc directeur des opérations commerciales chez ASKY. Vous voulez vous présenter à nos auditeurs? Merci beaucoup, Monsieur Idiom. Effectivement, je suis Noël Ngala, je suis le directeur commercial et opérations de ASKY Airlines. Ça fait une compagnie privée en Afrique. Et ça fait 8 ans que je travaille avec cette compagnie pour rassurer le transport et le service quotidien du peuple africain et en collaboration avec d'autres compagnies aériennes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Ngala. Brahim Dadi, donc vous êtes ingénieur en génie civil, ingénieur en aviation civile aussi, représentant de la SECNA au Tchad, écrivain plutôt très connu dans son pays, donc le Tchad. Vous nous faites l'honneur d'être avec nous ce soir. Voulez-vous vous présenter à nos auditeurs? Oui, merci beaucoup, Amin. Je m'appelle effectivement Brahim Dadi. Je suis initialement ingénieur de travaux publics. Puis j'ai fait une formation d'ingénieur d'aviation civile à l'EMA au Niger. Je suis détenteur également d'un diplôme de haute études technologiques en système de communication et réseau de l'INP de Toulouse, Institut national polytechnique. Anciennement directeur général de l'autorité de l'aviation civile, je m'occupe depuis 2015 de la représentation de la SECNA au Tchad. Donc, nous nous occupons avec mes collaborateurs à assurer la sécurité de la navigation aérienne dans l'espace qui relève du centre de contrôle régional de N'Djamena. Merci beaucoup, Brahim. Et j'ai avec moi, bien entendu, comme co-modératrice, Geek22, qui assure la partie technique de notre émission de ce soir. Alors, l'une des principales causes de la cherté des billets d'avion en Afrique, c'est la taxe imposée par les États, disent les spécialistes. Les compagnies aériennes se retrouvent par conséquent contraintes d'augmenter d'autant les tarifs des billets. Il y a M. Ngala qui a écrit dans un rapport qui a été publié, je pense, cette année ou plutôt l'année dernière, Overtaxation in Africa, M. Ngala, directeur des opérations commerciales chez ASKY, qui explique que les différentes taxes et redevances imposées par chaque État contribuent au prix élevé des billets, surtout pour les liaisons directes. Donc, si vous voyez les États africains directement, d'une manière ou d'une autre, surtout les États d'Afrique centrale, perçoivent en moyenne, nous dit M. Ngala, dans le billet qu'il a écrit, $100 sur chaque billet d'avion, ce qui en fait la région où les billets d'avion sont les plus chers en Afrique. L'Afrique de l'Ouest suit dans le classement avec en moyenne $84 prélevés sur chaque billet, donc en termes de taxes. Donc le coût du kérosène aussi explique en partie pourquoi les billets sont élevés. Selon les spécialistes, en Afrique, il est de 21% plus cher que dans le reste du monde. Donc, il y a quelques années, en janvier donc 2018, la Commission de l'Union africaine, avec le président actuel, donc Moussa Faki, et le président de la République du Togo, M. Gnassingbé Faure, et ont lancé ce qu'on a appelé le marché unique africain du transport aérien. Donc, l'objectif de ces marchés est, et je vais citer ici, de créer un marché unique et unifié du transport aérien en Afrique, à libéraliser l'aviation civile sur le continent et à faire avancer le programme d'intégration économique de l'Afrique. Donc, explique le communiqué de la Commission de l'Union africaine au moment donc, du lancement de ce projet de marché unique africain. Donc, la mise en place de ces marchés stimulera les opportunités de promotion du commerce, augmentera les investissements transfrontaliers dans les industries de production ainsi que dans les services et va contribuer énormément au tourisme et, dit la Commission de l'Union africaine, à la création de 300 000 à 2 millions d'emplois supplémentaires d'ici 2025, je crois. La Commission de l'UA estime aussi que 12 des principaux pays africains pourront augmenter leur PIB collectif de 1,3 milliard de dollars et
attirer environ 5 millions de nouveaux voyageurs en mettant en œuvre les accords bilatéraux dans ce cadre. Donc, nous avons la chance d'avoir avec nous ce soir Cheikh Beda, qui est toujours l'un des artisans majeurs de ces marchés uniques du transport aérien en Afrique. Cheikh, est-ce que vous voulez nous éclairer un tout petit peu davantage sur pourquoi un marché unique du ciel africain dans un premier temps, et puis ensuite à quoi les consommateurs peuvent s'attendre en termes d'impact direct sur la réduction des prix des billets. Parce qu'au final, ce qui intéresse le consommateur final, c'est combien coûte le billet. Si aujourd'hui, je dois aller à Abidjan, entre N'Djamena et Abidjan, et qu'une compagnie aérienne me facture 1 million de francs CFA, ce qui fait à peu près 2000 dollars, ce qui est excessivement cher, ce billet coûte plus que si je devais faire Tokyo-New York, par exemple. Donc, en quoi est-ce que ce nouvel accord, ce marché unique du ciel africain, va avoir des impacts positifs sur les poches des consommateurs que nous sommes? Vous avez la parole, Cheikh. Nous avons perdu Cheikh. Cheikh Beda. Oui, oui, monsieur Amin. Vous Oui, m'entendez? Oui. Voilà, donc pour que vos auditeurs arrivent à comprendre mieux cette question de marché unique, il va falloir un peu donner une petite genèse. En fait, depuis les années 90, les leaders politiques africains, ils ont donné leur feu vert pour ce qu'on appelle la déclaration de Yamoussoukro. Et cette déclaration de Yamoussoukro, effectivement, elle envisageait, entre autres, la création d'un ciel unique africain qui fait partie, bien sûr, de cette dynamique d'intégration continentale. Aujourd'hui, c'est vrai que cette déclaration de Yamoussoukro n'a pas beaucoup bougé, mais récemment, depuis 3 ans, on a vu des choses évoluer de manière très positive. En 2016, on était à peu près à 13 pays qui étaient signé l'engagement solennel sur le marché unique. Aujourd'hui, on est à 35 pays. Donc, je pense que sur les 3 ans, on a fait un saut important. Donc, il y a 35 pays aujourd'hui sur les 55 qui sont engagés de manière solennelle à appliquer les règles du marché unique. Pourquoi un marché unique? Un marché unique, comme vous le comprenez, c'est l'unique voie à faire valoir ce qu'on appelle le service, un service qui va être payé convenablement selon ce que vous recevez en tant que service. Voilà, je pense que c'est ça la logique du marché. Donc, il y a l'offre, il y a la demande. Et puis, il est clair aujourd'hui que nous avons le marché africain, il est encore. Pourquoi? Parce qu'il y a des barrières qui se font, y compris les frais des billets, pour effectivement avoir une taille qui va permettre d'optimiser ce qu'on appelle l'offre et la demande sur ce marché. Donc, l'un des objectifs majeurs de ce marché unique, c'est d'établir ce marché. Mais l'établir avec des règles précises, avec bien sûr une réglementation concernant la concurrence, une réglementation concernant la facturation, une réglementation concernant les normes de sécurité et de sécurité qu'il faut strictement appliquer si vous adhérez à ce marché. Et nous pensons qu'in fine, nous aurons plus de compagnies ou à la limite plus d'outils de transport aérien. On peut avoir moins de compagnies, mais avec plus d'outils de transport aérien sécurisés, avec meilleurs services, parce qu'il y a la concurrence. La porte est ouverte devant tout le monde pour servir toutes les destinations. Et il est tout à fait normal qu'une compagnie aérienne qui va optimiser son compte d'exploitation, il va falloir bien sûr gérer de manière, sachant qu'elle est dans une concurrence qui va être une concurrence loyale, j'ai dit, c'est pour cela que nous avons pris du temps pour mettre en place toute la réglementation concernée. Mais un autre outil aussi important qui était une condition pour le lancement de ce marché, c'est d'avoir une agence d'exécution qui est équipée conformément aux règles de l'art. Et aujourd'hui, nous avons la CAFA, qui est la Commission africaine de l'aviation civile basée à Dakar, qui office en tant qu'agence d'exécution et qui a été dotée de l'ensemble des moyens pour effectivement faire ce travail. Elle a bénéficié
d'une assistance importante de nos bailleurs de fonds, bien sûr par le biais de la Commission de l'Union africaine. Elle bénéficie aujourd'hui de l'Union européenne, de la Banque mondiale. Elle bénéficie bien sûr aussi d'un programme très important de la BAD pour avoir une agence qui est à la hauteur, avec les experts qu'il faut, avec l'expertise nécessaire pour arbitrer ce marché qui est ouvert aujourd'hui devant tout le monde et bien sûr où tout le monde doit participer, mais dans des règles de concurrence qui sont agréées par tout le monde. Alors, merci beaucoup, chef, pour ces explications très claires sur pourquoi est-ce que nous avons ce marché unique africain. Peut-être avant de revenir avec les questions que ne manquent pas, qu'on déjà commencé par poser les internautes, je vais demander à M. Ngala, ce marché unique du ciel africain, quelle importance il a pour une compagnie aérienne comme Askai et en quoi est-ce que ça peut bénéficier non seulement à Sky, mais aussi à ses clients que nous sommes. Monsieur Ngala, vous pouvez parler en français. Bonsoir encore. On pourra éventuellement traduire. Bonsoir encore. Et merci de me laisser exprimer en anglais pour vraiment entrer en détail et soit à l'aise. Thank you very much for the opportunity. I appreciate the explanation provided by the Director of Infrastructure and Energy of the African Union, which clearly gives a narrative of the history of the creation of the single African air transport market. As noted, when the African Union created the single African air transport market, it assigned the head of state of the Republic of Togo to lead the project, and which is successfully going on. And Askai has been working very closely to encourage and to encourage the whole idea of the single African air transport market, because we have come a long way in the African air transport industry. From a historical point of view, when you look at the colonial, from when aviation started in Africa after First World War, we passed through the colonial period of 1919 to 1939, where it was mostly the civil aviation authorities using military jets to assist in terms of transportation. And then to the commercialization period from 1945 to 1960. 1960, after independence, African states now saw the importance of having their own national carrier. And so it was like a kind of national pride. And in that process, most African countries created their individual airlines, and however, started with the whole idea of protectionism. Meanwhile, after 1980, we saw America, the United States of America, and European Union deregularization the whole air transport process. So while Africa continues to maintain high regulations in terms of air transport, we have seen other continents liberate and open up their spaces, and we've seen the proliferation and the importance of more carriers coming into place, which has helped and enabled the flow of transport. And this has all benefited the consumers and the traveling public. So we encourage the whole idea of the single African air transport market, because it is moving from one position of, we are transforming from the Yamoussoukro Declaration and re-enhancing a system where Africa should be considered as one market. We have a continent of over 1.2 billion inhabitants, and that is very good for us to be seen as a single market in which we should consider and look at the continent in that light. This is going to facilitate movements of people, transportation, goods, and services as well. Because it is important to note that today in Africa, we have over 66% of our capital cities, political and economic capital cities, that are not connected.
interconnected to each other. So there is still a lot to be done in terms of connectivity to enable the flow of people and goods. And we seriously encourage the single African air transport market so that more states should engage and sign, and we should move out and fully implement the open sky. Thank you. D'accord, Monsieur Noël. Maintenant, rapidement, un petit résumé en français. Peut-être prenez 30 secondes pour juste dire l'essentiel en français pour nos internautes. Just en français, je vais essayer les résumer en français. En fait, en français, je suis en train d'expliquer que, vu le commencement de MUTAM, le Single African Air Transport Market, implémenté par l'Union africaine, il y a le chef de l'État du Togo qui a été désigné pour piloter le projet. Et donc, depuis là, c'était un grand succès. Et c'est important d'avancer avec le projet parce que la libéralisation du ciel africain va permettre à va permettre à augmenter la connectivité. Parce qu'aujourd'hui, il y a 66% de villes et de villes politiques et de villes économiques entre Afrique qui ne sont pas connectées. Ça veut dire toujours, pour voyager en Afrique, c'est toujours un problème. Le problème de droit de trafic, il y a des compagnies aériennes privées comme Askai et d'autres compagnies aériennes qui sont toujours en difficulté pour avoir les droits de trafic pour connecter, entrer dans certains marchés africains, comme le problème de visa, comme le problème de libre espace au niveau des marchandises. Voilà les difficultés. Et alors, le MUTA vient alors pour faciliter ça et pour pousser, libéraliser les espaces et que les États ne soient pas toujours bloqués dans le contexte de souveraineté et ouvre l'espace pour que l'économie, parce que l'aviation fait partie d'un acteur économique très important pour le développement. Donc, pour résumer un peu, c'est ça. Merci beaucoup, Noël. Là, vous parlez très bien en français, en fait. Vous n'avez pas besoin de parler en anglais. C'est vraiment très bien. Merci beaucoup. Je vais passer directement à M. Brahim Dadi, qui va nous expliquer, suite donc aux interventions de Cheikh Bella et de M. Gala, d'abord sur le plan réglementaire, donc avec la mise en place du marché unique de l'aérien en Afrique, les difficultés auxquelles les compagnies aériennes font face. Il y a de nouvelles difficultés qui viennent de s'ajouter. Donc, qui ne sont pas vraiment des difficultés d'ordre réglementaire, mais qui sont des difficultés qui sont liées à la pandémie du Covid et qui mettent donc une pression supplémentaire sur les compagnies aériennes, mais aussi sur les usagers et sur les clients. Et donc, à ce niveau, qu'envisage une organisation comme la SECNA qui s'occupe de nos sécurités? Qu'a-t-elle envisagé? Quel conseil a-t-elle donné aux États membres? Quel conseil donnerait-elle aux usagers et aux compagnies aériennes? Brahim, tu as la parole. Merci beaucoup, Amin. Avant de répondre directement à la question relative à la COVID-19, j'aimerais dire quelque chose sur ce qu'ont dit mes prédécesseurs. Il faut tout simplement comprendre par rapport au thème que le transport aérien, les États doivent le prendre comme un véritable levier économique de leur pays. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on dit que le transport aérien touche à peu près 1/6 de la population mondiale. Il n'y a pas un autre secteur qui fait 1 milliard d'emplois, d'une manière ou d'une autre, dans les États. Après, il y a la démographie de l'Afrique. Nous sommes à peu près 1,3 milliard en 2020. En 2050, nous pourrons atteindre à peu près 2,4 milliards. Et en 2100, 4 milliards, ce qui fera le 1/3 de la population mondiale. Alors que la démographie accélère et favorise les échanges. C'est pour dire que le marché du transport aérien aura une belle évolution. Autre chose, la décision de Yamoussoukro dont parlait tout à l'heure Cheikh, c'est une décision qui a été adoptée en 1999. Ça fait bientôt 20 ans que les États sont en train de se débrouiller, de se décarcasser
pour mettre en œuvre la décision de Yamoussoukro. Malheureusement, les États n'ont pas pu faire ou bien prendre de l'audace, n'ont pas osé aller à la mise en œuvre de la décision de Yamoussoukro, qui est la libération de l'espace africain. Nous accueillons avec beaucoup de joie le marché unique transport aérien africain qui a été lancé en 2018 à Lomé. Et là, nous avons 35 pays signataires, c'est déjà une excellente nouvelle. Ce marché unique de transport aérien va réseauter davantage, comme l'a dit tout à l'heure M. Gala, les villes et les États africains. Et autre chose que nous constatons aujourd'hui, chaque État n'a pas besoin d'avoir sa compagnie aérienne. C'est pour transporter quels passagers? Aujourd'hui, on remarque qu'en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, en Afrique australe, chaque pays veut créer sa propre compagnie aérienne. Alors que c'est les mêmes passagers qui sont répartis entre les compagnies aériennes. Toute compagnie qui se crée va venir se greffer juste sur le marché qui existe déjà. Prenez l'exemple d'Askai, qui est aujourd'hui une réussite en Afrique. C'est tout simplement parce que c'est une compagnie panafricaine qui n'est pas liée à un État, c'est une compagnie privée, comme il a dit. Et avoir chaque État lorsqu'il a sa compagnie aérienne, nous allons aboutir à ce qu'on appelle aujourd'hui le protectionnisme des États. Chaque État veut protéger sa compagnie aérienne. Chaque État refuse de donner la 5e liberté. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je ne peux pas quitter N'Djamena ici, aller à Douala, prendre des passagers et continuer à Lomé, continuer plus tard dans une autre capitale sans revenir sur ma base. Les États aujourd'hui veulent protéger leur propre compagnie aérienne. Et après, il y a le problème des taxes aussi. Donc, les États africains doivent avoir vraiment de l'audace pour faire toutes les réformes qu'il faut et mettre en œuvre le marché unique de transport aérien africain, qui est une concrétisation de la décision de Yamoussoukro. Venant à la COVID-19, aujourd'hui, nous avons été frappés, le monde a été frappé par une pandémie sans précédent. Et le nœud du problème réside dans les échanges. D'ici quelques jours, beaucoup d'États africains vont ouvrir leurs aéroports. Que faut-il faire? Il faut que les passagers voyagent ensemble et en même temps séparés. Ils vont être dans le même avion, mais il faut qu'il y ait des gestes barrières, qu'il faut que les passagers soient en même temps ensemble et séparés. Pour ce qui concerne la SECNA, qui fait le guidage des avions, nous faisons en sorte que les avions qui vont et qui viennent ne se télescopent pas. Sinon, en termes de traitement des passagers et la prévention contre la COVID-19, le Sénat n'intervient pas beaucoup, mais pour cela, j'ai vu beaucoup des autorités d'aviation civile qui ont édité des guides et des procédures, comment traiter les passagers dans les aéroports et lorsqu'ils vont être dans l'avion, comment est-ce qu'ils vont être aussi traités et lorsqu'ils vont aller débarquer sur les aéroports aussi. Donc voilà ce que j'ai à dire par rapport à la COVID-19. La SECNA est totalement prête dans toutes ces représentations. Les personnels de la SECNA respectent les mesures barrières et nous sommes en train de vouloir aujourd'hui, nous sommes sereins, tout prêts à l'ouverture des aéroports qui nous fera un grand plaisir parce que nous avons perdu à peu près 70% de nos recettes actuelles. Alors, merci beaucoup, Monsieur Brahim Dadi. J'ai des questions donc, de la part de nos internautes. J'ai une question qui s'adresse directement à cher Beda. Donc, la question a été posée par M. Barat Kandouja, donc, qui est un des internautes qui nous observe en ce moment. Donc, M. Barat qui dit très intéressant, tout ça. Il y a 35 pays en 2018 à ce jour donc, qui sont signataires de l'accord sur le marché unique du ciel africain. Maintenant, avec le Covid qui risque de faire disparaître les compagnies existantes, est-ce qu'il ne serait pas possible en ce moment de prendre en compte les nouvelles réalités pour pouvoir donner justement une nouvelle vision à ce marché unique africain avec de nouveaux projets qui pourraient en sortir et qui pourraient effectivement accélérer l'intégration économique du continent. Cher Bella.
Bon, je pense, Amine, on t'a perdu un petit moment là. Est-ce que tu peux, surtout la deuxième partie de la question, tu peux la répéter, s'il te plaît? Alors, voilà. Il dit, pourrait-on prendre en compte le Covid-19 pour justement donner une nouvelle vision de ce qui pourrait se faire en termes de projet à travers le marché unique du ciel africain. En gardant en tête que cette pandémie va avoir des impacts économiques négatifs terribles et fera certainement disparaître beaucoup de compagnies existantes, aussi bien en Afrique qu'ailleurs. Est-ce que ce SATAM, ce marché unique africain, n'est pas une opportunité et le Covid ne serait-il pas une opportunité pour accélérer sa mise en œuvre? Ok, merci bien. Comme mon collègue représentant de la SECNA N'Djamena, c'est clair que la pandémie Covid-19, c'est une pandémie qui a touché tout le monde. Et l'un des secteurs qui a été le plus touché par tout le monde, par rapport à l'ensemble des secteurs, c'est le secteur de l'aviation, du transport aérien. C'est tout à fait clair, un plus du secteur du tourisme. Effectivement, aujourd'hui, nous sommes tous appelés en tant que décideurs, en tant que managers, en tant que responsables des de réfléchir sur une nouvelle façon de faire les choses. On a vu que malgré que chacun de nous s'est entouré de manière permanente avec des bureaux qui sont en charge de la réflexion stratégique pour les pays, mais aussi pour le continent, nous avons vu la limite par rapport à laquelle on a été dans notre vision. Quand la COVID-19 est arrivée, on a vu qu'on était effectivement un cours d'arguments, on était un cours de moyens pour effectivement faire pallier ces impacts qui sont à ce Covid-19, malheureusement. Donc, aujourd'hui, il est clair que le secteur de l'aviation, il doit intégrer la dimension Covid-19, mais l'intégrer de manière très claire et stratégique. Premier élément. Il faut, comme le représentant de la SECNA N'Djamena a dit, il faut qu'on arrête de créer des compagnies aériennes pour les créer en disant, écoutez, il s'agit de la souveraineté, chacun veut avoir son drapeau sur un avion. Je pense que ça, c'est extrêmement important parce qu'aujourd'hui, les comptes d'exploitation de ces compagnies aériennes n'ont pas de marge. Et elles sont subventionnées sur les budgets État. Et aujourd'hui, avec la COVID-19, il est tout à fait clair que les pays ou que les budgets de nos pays respectifs n'est pas à mesure effectivement de continuer la subvention, en plus l'augmenter. Donc ça, c'est clair. Donc je pense que sur le plan politique, il faut qu'il y ait une vision très claire pour dire, écoutez, soit il faut fusionner des compagnies aériennes pour créer des compagnies régionales, ou soit il faut carrément ouvrir le marché et puis dire, écoutez, on n'a pas les moyens aujourd'hui pour avoir une compagnie sociale. Donc, il faut encourager les pays africains pour venir récupérer les passagers et les ramener dans les destinations respectives. Ça, c'est le premier. Le deuxième élément, il faut qu'on arrive aussi à mieux avec nos partenaires. Et surtout, nos partenaires financiers, parce que nous savons tous que la majorité du flotte aérien aujourd'hui, c'est sous forme de leasing auprès d'un certain nombre de compagnies ou de certaines banques. Je pense que aussi, il y a une priorité aujourd'hui d'engager des discussions très claires avec le support de l'État, avec les bailleurs, avec les compagnies, avec les constructeurs pour rééchelonner cette dette qui a été accumulée ou effectivement par rapport à cette période où on a vu les compagnies aériennes s'enrichir. Troisième élément, c'est aussi essayer de contribuer dans une nouvelle situation à ce plan de recouvrement, à ce plan de mise à niveau, de mise à norme. Parce qu'aujourd'hui, il est clair que nous aurons, après la COVID-19, immédiatement après, il y aura une période où on aura moins de passagers qui vont voyager. Donc, il faut améliorer la confiance de ces passagers dans notre système, dans l'accueil à l'aéroport, au niveau des billets, au niveau des tarifs, parce qu'il ne faut pas qu'on essaye, certaines compagnies disent, il faut qu'on récupère un peu ce qu'on a perdu pendant la COVID-19 en augmentant les prix. Je pense que ça aussi, il faut que... Et la discussion autour de ce contact est en cours actuellement entre nous, la CAPAC
les compagnies aériennes, l'AFRA qui est l'association des compagnies aériennes africaines, avec bien sûr le concours de nos partenaires qui sont essentiellement qui travaillent avec les compagnies aériennes africaines, précisément là-bas. Donc, cette discussion est en cours, effectivement, pour avoir des réponses très claires et nettes sur les 3 volets que je viens de énumérer tantôt. J'ai une question justement, et j'aimerais avoir l'avis aussi de M. Ngala et Ibrahim Dadi. La question s'adresse directement à Cher. Il y a un de nos internautes qui dit justement, est-ce que en tant que pays sous-développé, parce que d'un point de vue financier, nos pays ont d'énormes difficultés, nous n'avons pas suffisamment d'infrastructures, notre poids économique est relativement faible. Est-ce que le marché unique du ciel africain n'est pas juste une opportunité donnée aux autres multinationales internationales d'autres pays qui viendraient s'installer avec des filiales bien assises dans nos pays et profiter? Parce qu'elles, elles ont les capacités techniques, les capacités technologiques, les capacités financières et humaines. Et donc, Cher, et puis ensuite, on va demander à M. Ngala qui pourra commenter sur ça et M. Oui, en fait, l'arsenal juridique aujourd'hui qui gère un peu ce marché, il a bien pensé à cette éventualité. Et soyez rassurés que les dispositions réglementaires en vigueur aujourd'hui, qui sont en train aussi, il y a un certain nombre qui est en train de se discuter, mais il y a aussi un certain nombre de textes réglementaires qui ont été déjà adoptés par les pays, protègent plus ou moins le marché, protègent les compagnies aériennes, pas de manière individuelle, mais protègent surtout l'industrie africaine. C'est-à-dire les services africains est protégé, mais protégé de manière à éviter aussi une vision de l'Afrique qu'on est en train de se fermer. Je pense qu'il y a sur lesquels il faut agir. C'est une porte qui est assez fine par rapport à laquelle il faut agir, mais je pense que la réglementation en vigueur aujourd'hui va nous permettre effectivement de dire, écoutez, pour pouvoir bénéficier des avantages qui sont donnés par le marché unique, il y a un volet qu'il faut faire, il y a un certain nombre de destinations qu'il faut faire, il faut être signataire d'un certain nombre d'actes réglementaires et tout ceci serait dans le proche avenir et dans le moyen terme donné uniquement aux compagnies aériennes. Parce que pour pouvoir intégrer tout cet arsenal juridique, il va être très difficile pour les compagnies. Alors, M. Ngala, oui, Cher, vous avez fini ou, Tout à fait, j'ai fini. Oui, merci. Merci. Pour le marché unique, comme la même chose, comme le Single African Air Transport Market, je pense que ça part dans le même sens. Quand tu regardes la commerce qui existe entre les États ici en Afrique, c'est très peu. Mais l'Afrique a un très gros commerce entre l'Afrique et l'Europe, l'Afrique et la Chine. C'est important qu'en Afrique, comme on a une population importante, de vraiment travailler et considérer que l'Afrique est un seul marché. Les choses qui sont produites, par exemple, au marché du Nigeria, le Nigeria peut avoir un commerce très facilement avec le Ghana, le Abidjan, Niamey, ainsi de suite. Pourquoi toujours les Africains aller chercher les choses en Chine? Pourquoi toujours aller chercher en Europe? Donc, c'est dans ce sens que je pense que c'est important que tout le monde vraiment réunisse derrière le marché unique pour vraiment pousser ça en Afrique. C'est la même chose au niveau de l'aviation. C'est très important au niveau des aviations pour que les pays ouvrent et que le transport devienne très facile. C'est ça qui se passe quand tu regardes l'Union européenne et même au niveau des États-Unis, qui est l'Amérique du Nord, qui est le marché en transport aérien le plus grand. Même qu'en Afrique, il faut qu'on ouvre parce que on a perdu, messieurs. Il faut des droits de trafic.
Il faut répondre, parce que là, on vous a perdu pour les 15 dernières secondes. Ok, je disais, allô, c'est bon maintenant? Oui, c'est bon. Ok, oui, je disais, quand vous voyez au niveau de la même chose comme au niveau du transport aérien, c'est très difficile pour les compagnies, surtout les compagnies privées en Afrique, d'avoir le droit de trafic dans certains pays, surtout 5e liberté. Mais c'est très facile pour une compagnie aérienne internationale de venir en Afrique, faire, par exemple, un lien, disons, pour être précise. Emirates quitte Dubaï, vient à Dakar et fait Dakar-Conakry en 5e liberté. Alors qu'il y a des compagnies régionales en Afrique qui sont là, qui n'arrivent pas à avoir aussi ces gens de 5e liberté et qui peuvent aussi travailler avec Emirates pour les fournir les passagers en termes de partnership. Donc, voilà les choses qu'il faut aussi intégrer. Si je comprends bien, en fait, M. Ngala, ça c'est un excellent exemple, en fait, que vous venez de prendre. Ça veut dire la principale barrière, elle est politique. Oui. Si un pays donne des facilités à Emirates, mais refuse les mêmes facilités à une autre compagnie aérienne, je pense que, d'abord, ce n'est pas logique, c'est irrationnel, je dirais. Hein. C'est contre les principes même de l'Union africaine. Mais malheureusement, c'est ce qu'on voit souvent. J'ai cru entendre à plusieurs reprises la compagnie éthiopienne essayer d'établir des partenariats dans plusieurs pays. Elle a des difficultés, alors qu'Air France a toutes les facilités pour le faire, ce qui est quand même illogique. Hein. En même temps, nos chefs d'État vont parler de panafricanisme à Addis Ababa, mais ils ont du mal à se montrer panafricains sur le plan économique. J'aimerais bien avoir l'avis de Brahim Dadi sur ça. Et ensuite, Cheikh Beda, c'est un sujet extrêmement important, je crois. Il faut éclairer nos auditeurs. Merci, Abel. J'ai répondu sur la question. Aujourd'hui, il y a une grosse aberration. Tu n'entends pas, Brahim? Il faut élever la voix. Aujourd'hui, il y a une grosse aberration. Par exemple, vous voulez partir d'une capitale africaine pour une autre capitale, vous êtes obligé de passer par l'Europe. Vous prenez Air France, vous prenez Iberia, vous prenez une autre compagnie européenne, vous êtes obligé de passer par l'Europe avant de redescendre. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de connectivité assez élevée en Afrique. D'où vient cette absence de connectivité? C'est le protectionnisme des États. L'exemple qu'a pris tout à l'heure M. Ngala, une compagnie étatique, une compagnie d'un État, qui vient faire un accord bilatéral avec un autre État, c'est dans cette négociation que se passe l'accord de la 5e liberté. Or, ça défavorise totalement les compagnies privées africaines. Une compagnie privée n'a pas les mêmes possibilités d'avoir les droits de trafic qu'une compagnie étatique. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, on n'a pas besoin d'avoir tous une compagnie nationale. L'affaire, c'est dans la mutualisation des efforts. Il faut, de proche en proche, avoir des compagnies et des groupuscules pour créer des compagnies régionales. En fait, c'est pourquoi je dis la politique, on n'a pas osé. Les États africains n'ont pas pris la pleine mesure de cette histoire. Normalement, par patriotisme, par panafricanisme, on devrait donner toute liberté aux compagnies africaines qui doivent, elles aussi, avoir le partage de codes. Pourquoi ne pas monter à Lomé dans un avion à Sky en ayant un billet éthiopien ou bien en ayant un billet Air Sénégal? Donc voilà la question essentielle qui se pose aujourd'hui. Les États doivent absolument casser ces protectionnismes de leur compagnie nationale et ne pas aussi accorder des faveurs élevées aux compagnies étrangères qui finalement viennent nous bousculer dans notre propre continent. Alors, si je comprends bien, et je vais demander à Cher de nous donner quelques explications sur ça, laissez-moi juste essayer de comprendre le processus. Je suis un État étranger, je viens faire un accord bilatéral avec un pays africain. Dans le cadre de cet accord bilatéral, je trouve le moyen d'insérer une clause qui permet à ma compagnie nationale de pouvoir circuler librement et effectivement utiliser par exemple les provisions de la circulation en 5e liberté, par exemple, alors que les États africains, entre eux, ne font pas forcément des accords bilatéraux parce qu'ils sont tous membres de l'Union africaine. Ça, c'est d'un. Et d'autre part, quand une compagnie africaine
privé veut aller se positionner dans un autre marché africain, effectivement, vu qu'il n'y a pas d'accords bilatéraux, bah, ça fausse tout. Donc, les compagnies étrangères, je veux dire les compagnies non africaines, utilisent la force de nos États, alors que nos propres compagnies, bah, nos États, en fait, ne les écoutent pas forcément. Ceci dit, en passant, Air France n'est pas tout à fait une compagnie d'État. C'est une compagnie qui est privée. L'État français est actionnaire. Comme... Si, c'est une compagnie d'État. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est une compagnie, je dirais, privée, mais l'État français la soutient fortement, ce qui n'est pas le cas de nos compagnies. Si Tchadia veut aller, par exemple, faire des accords dans un autre pays, ça m'étonnerait que l'État tchadien lui donne le même soutien qu'Air France aurait donné à la compagnie, enfin, que l'État français aurait donné à la compagnie Air France. En tout cas, j'espère que les ministres en charge et les autorités en charge de l'aviation civile nous écoutent et tiennent compte de ces débats. Je vais revenir donc chez Cheikh Beda, qui pourrait éventuellement nous aider à mieux comprendre. Qu'est-ce que l'Union africaine fait en ce moment de manière concrète pour pouvoir permettre aux compagnies africaines privées qui ne bénéficient pas forcément du soutien de leurs États de pouvoir circuler librement? Oui, oui. Non, mais juste avant de répondre, je voudrais bien un peu mettre les choses dans le contexte. Il faut clairement dire que c'est uniquement depuis 3 ans qu'on a vu effectivement qu'il y a une volonté manifeste de la création du SATEM. Parce que depuis 1999 jusqu'à 2016, on est resté à peu près avec 13 signataires. Aujourd'hui, on est avec 35. Donc, vous avez vu, pendant les 3 dernières années, il y a une volonté très forte. Croyez-moi, le marché européen n'a pas été mis en œuvre pendant 3 ans. Ils ont pris du temps pour toute la gestion du marché unique européen. Et ils ont encore un certain nombre de lacunes. Et ils le reconnaissent eux-mêmes. Donc, ce n'est pas la peine de les citer ici, mais eux, ils sont conscients qu'il y a des choses à faire encore. Donc, la création d'un marché unique, c'est à la fois, comme on a dit, clairement, il faut qu'il y ait une volonté politique sur le plan national pour éliminer les subventions au niveau des compagnies nationales. Bon, on ne dit pas aujourd'hui fermer les compagnies, mais on dit arrêter la subvention qui n'a pas d'apport économique pour le pays, c'est clair. Donc, ça c'est un. Deuxièmement, sur les 35 pays, nous avons uniquement... Non, une question quand même sur ça, parce que, s'il vous plaît, je veux une clarification sur ça. Si on arrête les subventions au niveau des compagnies nationales, donc dans un État, supposons, disons le Burkina Faso, la compagnie nationale, elle tombe et on laisse le chemin ouvert à Air France, par exemple. Non, on ne laisse pas le chemin, c'est exactement ce qu'on dit. On ne laisse pas un vide, mais en ce moment, si le Burkina va prendre cette mesure, il faut qu'il adhère parfaitement à l'ensemble à l'arsenal juridique qui est là et qui est exactement pour la gestion du marché unique de transport aérien africain. Donc, il faut signer des accords bilatéraux avec les autres compagnies qui sont membres du SATEM. Nous avons uniquement aujourd'hui 17 pays sur les 35 qui ont signé ces accords bilatéraux entre eux. Donc, vous voyez, on a même un certain nombre de pays qui sont déjà dans le marché, qui ont signé l'engagement solennel, mais qui n'ont pas encore signé des accords bilatéraux avec les autres pays. Donc, ça, c'est un. Et quand vous signez l'accord bilatéral, vous avez déjà de facto inclus la 5e liberté. Ça, c'est important. Donc, quand vous décidez d'arrêter la subvention, ce n'est pas que vous créez un vide, non. Mais par ailleurs, vous avez déjà établi un certain nombre de relations avec les autres compagnies aériennes, à travers leur gouvernement respectif, qu'ils viennent et qu'ils vont servir et desservir exactement le pays. Donc, ça, c'est un. Et en plus, Air France ne peut pas être compétitif par rapport à Askai, par exemple, quand vous avez cité Burkina Faso, parce que Askai est déjà dans la sous-région, il fait déjà un maillage qui est clair. Bon, prenons par exemple, vous avez cité Emirates. Emirates ne peut pas être concurrentiel par rapport à Ethiopian Airlines quand il s'agit de l'Afrique de l'Est, par exemple. Il est tout à fait évident qu'aujourd'hui, le maillage que dispose Ethiopian Airlines en Afrique aujourd'hui, il est beaucoup plus important que Emirates. Ça, c'est clair et net.
et aussi les destinations et aussi la fréquence. Et aussi la capacité de Ethiopian Airlines à travers Addis de servir aussi les autres continents. Donc je pense que les choses évoluent. C'est clair qu'il y a, comme j'ai énuméré tantôt, il y a un certain nombre de volets sur lesquels il faut agir très rapidement. Il faut agir de manière simultanée. Il y a cet engagement politique à faire arrêter la subvention sur des compagnies qui ne sont pas rentables, c'est clair. Il y a deuxième volet, un autre engagement de l'Union africaine pour continuer à mobiliser tous les supports nécessaires pour la création du SATEM et aussi utiliser un peu ce parapluie de l'Union africaine pour faire fédérer tout le monde avec qui ont certainement des intérêts qui ne convergent pas. D'accord, merci beaucoup. Amin. Oui, je voudrais apporter juste une petite précision. Les États qui adhèrent au marché unique du transport aérien doivent harmoniser tous les accords bilatéraux de transport aérien. Il faut l'harmoniser parce que votre adhésion au MITA, de facto, vous harmonisez les accords afin que la cinquième liberté soit accordée à toutes les autres compagnies. Deuxième chose, pour assurer la concurrence, il faut créer des compagnies à capitaux privés. C'est ce que le chef est en train d'expliquer tout à l'heure. L'arrêt des subventions, c'est une manière de dire aux États de se désengager des compagnies aériennes. Il faut que les compagnies aériennes soient totalement privées, gérées par les règles de l'OADA. En ce moment, il y aura une concurrence saine entre les compagnies aériennes, la cinquième liberté étant assurée. Et en ce moment, on verra que les compagnies qui ne peuvent pas vont s'associer. Celles qui ne peuvent pas aller seules vont soit disparaître, soit s'associer avec d'autres compagnies et ça ne fera gagner que le passager. Parce qu'il y aura la loi de l'offre et de la demande. Le passager aura devant lui plusieurs compagnies sur un tronçon donné et en ce moment, les prix aussi baisseront conformément à l'offre. Et je pense que nous allons revenir à cette question parce que notre thème, c'était pourquoi voyager en Afrique coûte cher. Justement. Donc, c'est pourquoi j'accueille favorablement le marché unique de transport aérien africain et j'espère bien que d'ici une année ou 2 ans, tous les États africains vont adhérer et les accords aériens, bilatéraux aériens vont être aussi révisés. Justement, je voulais préciser. Oui, monsieur. Oui, je voulais juste apporter quelque chose par rapport aux subventions qu'on est en train de parler. Vous savez, l'activité aérienne coûte très cher. C'est pour cela une compagnie aérienne, la majorité dans le monde entier, que ce soit le meilleur compagnie aérienne, Singapour, Ethiopia, Air France et tout, c'est l'État. Parce que ça demande des capitaux très, 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 très importants. Donc, on ne peut pas refuser à un État de ne pas donner les subventions. Les subventions vont toujours être là. Même des grandes compagnies, les Emirates, ils ont des subventions qui viennent de leur État. En Amérique du Nord, les United Airways, United Airlines, Delta et American Airlines, toujours, ils ont les subventions qui viennent. Mais ce qu'on dit, c'est parce que le business model sont différents. Il y a des compagnies qui sont créées parce que c'est juste pour la visibilité, faire le recrutement en tant que premier employé du pays et faire la visibilité de 5 pays. Donc, le business model sont différents. Les États, ils ont les raisons pour lesquelles ils injectent les subventions. Mais ce que nous, on dit, c'est malgré le fait qu'ils donnent 7 genres de subventions, il ne faut pas restreindre, il ne faut pas bloquer les autres en train de refuser les droits de trafic ou refuser pour dire tu ne entres pas, tu ne viens pas dans ce marché parce qu'en même temps que tu donnes les subventions, tu ne veux pas aussi que lui vienne. Donne la subvention parce qu'il y a d'autres raisons internes en termes de souveraineté qu'on donne ces genres de subventions. Mais laissez les autres, laisse un marché ouvert pour que les gens aient la concurrence et que le meilleur gagne. Et on va voir en termes de services et tout ça. C'est ça qu'on est en train de dire. C'est grave en Afrique parce qu'on donne des subventions et en même temps, les autres compagnies régionales qui existent, qui veulent faire vraiment du travail et du business, sont aussi bloquées.
la même chose. Donc, c'est ça qui est un peu différent. Et en même temps, on va dire, le trafic en Afrique détient par 85% détiennent par les compagnies internationales et non pas d'Afrique. Donc, c'est nous-mêmes, les Africains, qui laissent cette compagnie pour venir prendre récupérer tous les marchés. Je voulais juste préciser ça. Merci beaucoup à tout le monde. On est en train de tendre vers la fin de notre émission, mais il y a quelques questions, spécialement une question posée par encore donc Barat Kandouja, qui pose une question très intéressante. Il demande les problèmes de connectivité et de protectionnisme dont on parle ici. Est-ce que ce sont des problèmes qui sont propres à l'Afrique francophone ou est-ce que ces problèmes sont aussi généraux en Afrique anglophone, en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, je veux dire, et puis en Afrique australe? Ça, c'est une première question. Et puis ensuite, une fois que j'ai la réponse, je vais poser la question à Cher d'apporter une petite clarification sur ça. Et puis ensuite, on pourra passer à une deuxième question qui est relative à notre thème. Cher, Béla? Oui, en fait, effectivement, comme il a dit, cette question de protectionnisme, on la voit, elle diffère de région à une autre. Parce que si vous regardez, par exemple, il y a un certain nombre pour ne pas citer des régions spécifiques, il y a des communautés économiques régionales qui fonctionnent mieux que les autres, surtout par rapport à cette question. Et nous avons un certain nombre de régions où, effectivement, cette liberté, cette cinquième liberté, elle est déjà donnée par la réglementation en vigueur de la communauté spécifique. Alors que malheureusement, nous avons dans d'autres régions, ce n'est pas le cas exactement. Et puis, mais globalement, elle est là, elle est présente. Il n'y a pas une région où on a 100% de liberté. Alors, donc, dernière question. Il y a Garo Elta Noura qui dit quand on parle de coûts de billets excessifs, et donc la question s'adresse à M. Ngala, on nous dit toujours que c'est les États, c'est la faute aux États qui font des taxes excessivement élevées. Quels sont... Nous t'écoutons difficilement, Amin. Voilà, donc j'ai une question qui vient, vous m'entendez maintenant? Une question qui vient de Garo Noura Helta qui dit quand on parle du coût des billets très élevé, on nous réfère toujours aux taxes qui seraient extrêmement élevées et qui seraient de la responsabilité des États. Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen pour les compagnies aériennes de se mettre ensemble pour négocier avec les États et pour les forcer à pratiquer des taxes qui soient acceptables? Est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité pour les États, pour les compagnies, de donner quelque chose d'autre aux États afin qu'ils puissent compenser les pertes qu'ils feraient s'ils appliquaient des taxes moins élevées? Monsieur Ngala? Je pense que par rapport à ça, d'abord, pour les activités aériennes, les prix des billets sont chers. Pourquoi? En Afrique. D'abord, l'activité aérienne en général, en Afrique aérienne, est à 35% chère quand tu fais la comparaison dans tout le reste du monde entier. Et cette différence de 35% cher, pourquoi? Parce que le carburant est excessivement très cher. Le leasing des avions, avec tous les risques, la manière de nos infrastructures en Afrique, le leasing, l'assurance est très cher, les avions. Le coût des GDS, et tu as des handling, des compagnies, ground handling companies et Overflying qui sont les monopoles. Et chacun vient, il te donne ton prix. Tu n'as pas le choix. Si tu veux voyager, tu dois aller à Niamey, tu dois aller à Bangui. Si tu veux, je cite seulement les exemples. Il y a des compagnies qui sont là et ils vous disent pour qu'on vous assiste, c'est 100%, voilà le prix. Tu discutes, c'est la seule fournisseur. Tu n'as pas le choix. Donc, quand tu prends un billet d'avion, votre prix en termes de TTC, quand tu regardes 40% de cet montant, part au niveau des taxes. Le reste, c'est le net, c'est ce que la compagnie doit faire avec, mettre le carburant, gérer le catering, payer toutes les factures, payer le personnel, payer les pilotes et tout ça. Donc, c'est ça le problème. Et juste un exemple, parce qu'il y a Covid qui est venu maintenant. Vous voyez, les États ont commencé à prendre les dispositions dans les aéroports
Et ils ont commencé à augmenter automatiquement les taxes. Taxes, services passagers, taxes de développement et tout ça. Quand tu regardes dans le listing de billets d'avion, tu trouves au moins dans les pays, surtout en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, minimum de 12 différentes taxes qui existent. Taxes de développement, taxes de sécurité, taxes de passagers, taxes de... Très clairement, M. Ngala, et ça, c'est une parfaite transition pour répondre à une dernière question, et j'aimerais avoir l'avis de tous les panélistes qui sont ici. Est-ce que les billets d'avion seront plus chers avec le Covid et après le Covid? Puisque maintenant, il y a de nouvelles réglementations qui sont arrivées. Les États investissent davantage dans la sécurisation sanitaire des aéroports. La SECNA, j'imagine, éventuellement reverra aussi probablement ces facturations à la hausse pour les aéroports. Les États ont aussi besoin de mobiliser des ressources pour leur développement, parce que le Covid est une véritable crise économique et il va falloir trouver de quoi financer leurs charges. Est-ce que le Covid et après Covid, est-ce que nous aurons des billets plus chers? Est-ce qu'il deviendra plus difficile de voyager? Je veux aller donc dans cet ordre, cher Bella, Brahim Dadi, et puis enfin le praticien qui gère une compagnie aérienne comme directeur commercial, M. Ngala. Cher Bella. Et c'est le mot de la fin avant qu'on conclue. Ok, merci, M. Amin. En fait, c'est une question très intéressante, mais j'avoue que pendant cette période de transport aérien, on a essayé de créer une task force qui a mis autour de la table tous les opérateurs dans le secteur au niveau africain, avec les compagnies aériennes, avec les associations de compagnies aériennes et autres, mais aussi avec les sociétés qui gèrent un peu l'aviation civile au niveau du pays. Et on a essayé de mettre en place un document qui plus ou moins explicite la stratégie de recouvrement après le Covid-19. Et un volet important, c'était les billets. Comment peut-on garder les billets? Et je pense qu'il y a un engagement de tout le monde aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas parler de changement de prix si on n'a pas encore la confiance des passagers. La priorité aujourd'hui, c'est de pouvoir instaurer la confiance des passagers dans le voyage par avion. Je pense que ça passe, et donc je suis très optimiste pour ne pas avoir une hausse des prix, des billets dans le futur proche. Je vais m'arrêter là. Alors, merci beaucoup, cher. Donc, Brahim. Oui, il y a une notion très simple qui dit que moins le coût du billet est élevé, plus il y aura des voyageurs. Les États doivent comprendre ça très bien pour qu'ils n'augmentent pas les taux de redevance ou bien même le nombre de taxes sur les aéroports. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, il vaut mieux avoir 1 000 francs sur 1 million de passagers que d'avoir 100 000 francs sur 100 000 ou bien 50 000 passagers. Vous perdez. Plus vous augmentez les taxes et les redevances, moins il y aura de voyageurs et les États vont perdre. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il ne faut pas aussi greffer tout sur le transport aérien. Comme le dit M. Ngala tout à l'heure, en 2015, nous avons fait l'analyse des taxes et redevances qui sont collectées dans le transport aérien au Tchad. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a à peu près 14 types de taxes qui sont prélevées. Et nous avons réduit, on est arrivé à 6. Parce qu'il y a taxe SIDA, par exemple. Taxe de développement, où on dit, quand tu quittes un pays développé vers un pays sous-développé, tu vas payer. C'est la taxe Chirac. Taxe tourisme, taxe environnement. On a greffé sur le transport aérien plusieurs types de taxes qui servent au trésor public des États. On avait dû enlever. Et enfin, en début d'année, le Tchad a encore diminué toutes les taxes et redevances collectées dans le transport aérien par un décret présidentiel. Donc, par rapport à la question des Delta, les États ont quelque chose à faire. Les États doivent comprendre que dans le transport aérien, c'est le passager qui paye sa sécurité. Vous mettez 1 franc, c'est le passager qui paye. Vous mettez 1 million, c'est le passager qui doit payer. Ce n'est pas la compagnie qui paye, ce n'est pas la SECNA qui paye, ce n'est pas non plus la société de handling qui va payer. Donc, tout ce que vous faites comme augmentation, ça reviendra sur les passagers. Donc, les passagers sont totalement pris à la gorge. C'est pourquoi il y a moins de voyageurs aujourd'hui. Donc, il y a moins de voyageurs, ça veut dire que la compagnie ne doit rien.
Et en plus, gérer une compagnie aérienne, c'est le rôle le plus difficile qui existe au monde. Là, M. Ngala le sait. Vendre un billet d'avion, enlever toutes les charges d'exploitation et avoir une marge bénéficiaire, ce n'est pas du tout facile. Ça, c'est l'un des métiers les plus compliqués qui existent. Donc maintenant, avec la Covid, la SECNA n'augmentera pas les redevances, ça c'est clair déjà. Mieux, la SECNA a fait un moratoire avec les compagnies aériennes pour que dans les 6 mois, les compagnies ont 6 mois pour pouvoir payer les redevances qu'elles doivent, toutes les compagnies d'ailleurs, qu'elles doivent à la SECNA. Donc, c'est pour supporter, parce que nos principaux clients sont les compagnies aériennes. Ce sont les compagnies aériennes qui font vivre l'agence. C'est pourquoi nous avons, dans un élan avec le directeur général de la SECNA, qui avait accepté d'accorder un moratoire de 6 mois à toutes les compagnies aériennes après la reprise, de pouvoir payer, faire le recouvrement des redevances. Alors, parfait. Donc, on va passer à M. Ngala, mais j'ai retenu ce que Brahim Dadi vient de dire. Plus les billets sont chers, moins on voyage, moins l'économie fonctionne. Donc, on va passer à M. Ngala. Merci. Je pense que M. Ibrahim Dadi a vraiment conclu, a vraiment dit exactement ce qu'il faut. La responsabilité revient toujours à nos États en Afrique pour rassurer, pour prendre sérieusement cette activité de transport aérien. Ça fait un utile de développement économique très, très, très important. Et donc, les États, comme il a cité au niveau du Tchad, ils ont réduit les taxes. C'est ce que tous les États doivent faire et se réunir pour assurer le minimum de charges pour permettre aux passagers, pour permettre aux Africains de voyager d'une manière acceptable. Notre politique pricing est focalisée sur le volume. Et si on reste dans la logique d'augmenter tout le temps, il y a moins de gens qui voyagent et les compagnies aériennes vont toujours disparaître. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Ngala, pour le mot de la fin. Merci à Brahim Dadi d'avoir expliqué avec beaucoup de clarté la structure donc, des prix, avec M. Ngala d'ailleurs. Merci à Cheikh Bella d'avoir aussi expliqué avec beaucoup de clarté et beaucoup de passion, il faut le dire, le concept de marché unique du ciel africain et puis les difficultés d'ailleurs auxquelles ce concept fait face dans le cadre de sa mise en œuvre en ce moment, bien que le président Faure du Togo a été désigné par ses pairs pour être le champion dans la mise en œuvre de ce projet. Donc le concept et le Covid vient encore compliquer les choses, mais on peut penser aussi que le Covid est une opportunité pour accélérer la mise en œuvre de ces marchés uniques du ciel africain. Donc, voilà, mesdames et messieurs, pour l'émission de ce soir. La semaine prochaine, le dimanche, à la même heure, au même endroit, nous allons cette fois-ci parler de l'Université panafricaine qui vient de lancer son programme de recrutement pour les étudiants en licence, en master et en doctorat et qui offre donc des bourses aux étudiants africains. Nous allons aussi parler du programme des jeunes volontaires de l'Union africaine qui vient d'être lancé et qui va recruter des jeunes âgés de 18 à 35 ans qui pourront aller faire un stage de 12 mois dans une organisation continentale. Donc, nous allons avoir des invités de la Commission de l'Union africaine qui viendront, et puis le recteur de l'Université panafricaine qui viendront donc sur ce plateau pour vous expliquer de quoi cela ressort-il, qu'est-ce qui va se passer, comment est-ce qu'ils vont recruter des étudiants, comment est-ce qu'ils vont recruter aussi des jeunes volontaires pour la QV 2020-2021. Donc, excellente soirée à toutes et à tous et merci d'être restés avec nous pour cette petite heure sur un débat extrêmement intéressant, extrêmement enrichissant. La vidéo va être mise en ligne et nous allons nous assurer que les responsables politiques, les responsables techniques, les compagnies aériennes puissent la recevoir et revenir avec des questions à nos panélistes. Merci aussi à nos panélistes. Merci, Cheikh Bella. Merci. 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 À bientôt. Et puis merci à ma co-modératrice. Donc, Merci. on arrête le live. On arrête le live. Voilà. Parfait. On a arrêté le live. Maintenant, on peut revenir dans la salle. Merci, Amin. Merci bien, Amin.